Ce régime qu'on appelle le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Oui, alors je ne vais pas dire des banalités, on va commencer en disant que... Après, on vous paye, on espère. Non, mais on va commencer en disant, seule la réduction de l'énergie absorbée tous les jours est susceptible de faire maigrir un individu. Malgré toutes les campagnes marketing auxquelles on a assisté, stop les calories, fini les régimes, etc., seule la réduction du nombre de calories absorbées dans la journée est susceptible de faire maigrir un individu. En clair, ça veut dire moins on mange, plus on maigrit. Exactement. Clairement. Donc voilà, moins on mange et surtout par rapport à ce qu'on mangeait auparavant. La deuxième chose qui nous posait un problème, c'était est-ce qu'on peut surperformer un régime? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver en utilisant à calories égales des techniques qui puissent permettre d'améliorer la perte de poids et la qualité d'un régime. Et l'année dernière est sorti un article extrêmement intéressant qui a comparé 4 types de jeûnes. C'est-à-dire qu'on a vérifié l'impact d'une abstinence alimentaire pendant 8 heures. Ça, beaucoup d'entre nous le font. Il suffit de ne pas manger entre midi et 8 heures le soir, avec une abstinence alimentaire de 16 heures, de 20 heures et de 24 heures. Et à la grande surprise des auteurs, et à notre grande surprise aussi, on constate qu'une abstinence alimentaire de 16 à 20 heures, soit 16 heures, soit 20 heures, est plus performante qu'une abstinence alimentaire de 24 heures, provoque une réduction de la masse grasse et une réduction du poids corporel plus importante que toutes les autres formes de jeûne. Mais donc attendez, ça signifie 20 heures d'abstinence, c'est énorme. Alors 20 heures d'abstinence, c'est il y a 24 énorme. heures dans la journée. Mais ils ont comparé les deux, c'est-à-dire 8 heures, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Et on se rend compte que c'est 16 heures et 20 heures qui étaient les résultats les plus efficaces. Alors, première constatation, d'abord, ça s'est fait à calories égales. Ça veut dire que quel que soit le jeûne qui a été utilisé, c'était le même nombre de calories absorbées. Et on se rendait compte que sur le jeûne de 16 heures comme sur le jeûne de 20 heures, on avait une amélioration de la perte de poids. Ça nous permet de dire quoi? C'est que dans les conditions modernes de travail à l'heure actuelle, où beaucoup de gens, par exemple, ne veulent pas ou ne peuvent pas manger le midi, ou ne veulent pas ou ne peuvent pas manger le soir, on peut proposer des stratégies de régime qui incorporent le même nombre de calories et qui favorise cette abstinence alimentaire de 16 heures. En pratique, ça signifie quoi? Il y a 2 schémas possibles. Premier schéma, vous finissez de manger à 8 heures le soir et vous ne mangez que, par exemple, le lendemain à midi. Alors, les amateurs du petit déjeuner vont dire « Oh là là, vous avez supprimé le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée ». C'est faux. Deux autres études l'année dernière ont montré que le petit déjeuner n'était qu'un repas comme les autres. Ça signifiait que ceux qui étaient amateurs de petit déjeuner pouvaient continuer à le prendre, mais ceux qui n'en voulaient pas n'avaient pas à culpabiliser de ne pas le prendre. La deuxième chose, c'est qu'on a montré également que le deuxième schéma était possible et il est validé par un certain nombre de gens, c'est-à-dire que vous continuez à manger jusqu'à 4 heures de l'après-midi, c'est pour ça que le régime s'appelait 2 repas et un encas, et puis à partir de 4 heures de l'après-midi, vous stoppez votre alimentation et vous ne reprenez votre alimentation que le lendemain à 8 heures le matin. Et dans cet intervalle de temps de 16 heures, vous améliorez la performance de perte de poids à calories égales. Vous parlez très vite, alors on va essayer de résumer ça et de synthétiser. J'essaye de dire le maximum. Non, mais allez-y, on a du temps. On va essayer de synthétiser les choses clairement. Donc il y a 2 solutions dans ce type de régime pour maigrir. La première solution, c'est on mange le soir jusqu'à 20 heures et on ne remange le lendemain qu'à midi ou à 13 heures. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on prend un petit déjeuner, on prend un déjeuner, on prend un encas à 16 heures. Voilà. Et ensuite, on ne mange pas le soir. Voilà. Et on mange que le lendemain matin à 8 heures. Alors, à calories égales, j'insiste bien, à calories égales, on obtient une amélioration de la perte de poids. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet surtout d'améliorer sensiblement la qualité des repas qui sont pris. Puisque si, par exemple, on ne consomme que 2 repas et une collation, on va avoir une petite collation semblable à un petit déjeuner, mais on va peut-être pouvoir améliorer les repas du midi et du petit déjeuner si on choisit cette stratégie-là. Et ça permettra d'introduire un plat en sauce, ça permettra d'introduire un petit dessert, des choses de genre. Et donc, ça simplifie la façon de faire le régime. Or, ce qui est important pour nous dans les régimes, c'est quand même que les gens arrivent à les suivre et les trouvent agréables. Et pour les trouver agréables, il faut avoir une grande variété alimentaire. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que j'ai toujours entendu dire depuis des années que le petit-déj était le repas le plus important. C'est au petit-déj qu'il faut manger. C'est au petit-déj qu'on peut prendre des choses un peu grasses. C'est au petit-déj qu'on peut prendre des céréales, des yaourts, du jus d'orange, parce qu'on a toute l'énergie pour la journée. Et cette énergie, on va la dépenser. Or, vous nous dites le contraire. Vous nous dites on peut sauter le petit-déj. Mais vous êtes à l'encontre de tout ce qu'on lit depuis des années. Je ne suis pas à l'encontre, je suis à la pointe des connaissances scientifiques. Excusez-moi, docteur, pardon. C'est-à-dire que la médecine et la nutrition sont des sciences qui évoluent. Or, on n'avait jamais testé tel que ça a été testé par les 2 Américains. En plus, ce sont des anglo-saxons qui font ça, où la tradition du petit déjeuner est encore plus importante que nous. Ce sont 2 Américains qui démontrent, un Américain et un Anglais, qui démontrent exactement la même chose. Ça veut dire que les taux de sucre, les taux de cholestérol, le poids corporel, la masse grasse, les performances des gens
n'ont pas été modifiés dans ces conditions. Donc on est bien obligé d'accepter des études quand elles sont validées, quand ce sont des études scientifiques. Donc ça, c'est les derniers résultats des recherches que vous nous donnez. Alors l'histoire du petit déjeuner, je refais un petit peu d'histoire à la place de Franck Ferrand. L'évolution des repas depuis le 15e siècle, le rythme des repas, il a considérablement évolué. On a connu des époques où il n'y avait qu'un repas par jour, des périodes où il y en avait 4, des périodes où il y en a eu 2, et le modèle à 3 repas arrive au moment du temps ouvrier, c'est-à-dire dans les années 1900, où les ouvriers partant au travail prennent un petit déjeuner. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça paraît logique en même temps, quand on nous dit le matin, tout ce que vous mangez, vous allez le dépenser tout le long de la journée. Ça paraît logique. Mais c'est une aberration en termes physiologiques, c'est-à-dire en termes de connaissance du corps, parce que l'essentiel de la dépense d'énergie d'un corps n'est pas consacré à la dépense musculaire, mais il est consacré à la conservation de la chaleur. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on appelle la dépense obligatoire, elle se situe aux alentours de 1400 calories. Juste pour maintenir le corps en équilibre, que le corps batte, que le cœur batte, que ça fonctionne normalement. Après, vous avez 300 à 400 calories qui sont l'activité musculaire, 200 calories qui proviennent de l'émotion et une centaine de calories qui viennent de la digestion des aliments. Voilà comment ça se décompose. Isabelle Quenin. Et le cerveau, bien sûr, qui consomme beaucoup. Jusqu'à présent, on nous expliquait que le jeûne fonctionnait quand il était occasionnel. C'est-à-dire qu'on disait, tu fais une journée où tu ne manges pas dans la semaine, ou alors de prévoir sur une semaine de jeûne, enfin 4 jours de jeûne sur une alimentation normale. Là, en fait, c'est un jeûne organisé. C'est systématiquement sauter un repas par jour, fait. Non, on ne les saute pas puisqu'on conserve, on saute les repas, mais on conserve la valeur calorique globale de l'alimentation. Alors, pour ma part, ce que j'ai proposé, c'est pas forcément de le faire systématiquement, parce qu'il n'est pas bon de déstructurer l'alimentation de quelqu'un. Mais on a le problème des gens qui, par exemple, suivent un régime et qui s'arrêtent de maigrir. Souvent, ces gens-là, en fait, c'est soit une résistance du corps à l'amaigrissement, soit c'est une chose qui est liée à la perte de poids corporel. Ça veut dire, Jean-Marc Morandini qui me fait des signes. C'est moi. Mais Jean-Marc, vous avez essayé ce jeûne. Oui, je suis en train de le faire. Voilà. Je vous dirai si ça marche, mais je suis en train de le faire. Moi, j'ai proposé de toute façon de le faire 2 jours par semaine pour pas modifier la structuration alimentaire. Moi, je pensais que c'était tous les jours une nouvelle habitude alimentaire. On pourrait le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. Dans le cadre d'un régime, dans le cadre d'un régime, je peux très bien le faire. Je rappelle quand même que les musulmans qui font le ramadan 30 jours par an font des jeûnes qui sont équivalents à presque 20 heures, 24 heures régulièrement. Et ceux qui le font bien sans excéder la prise alimentaire maigrissent en général de 5-6 kilos. Sabrina Philippe. Oui, j'ai une question en fait. Si par exemple vous ne petit déjeunez pas, est-ce que le fait de prendre une boisson chaude, par exemple sucrée, fait que finalement ce jeûne est rompu? Oui, le jeûne est rompu. Je dois dire, en ce qui concerne, on peut prendre des boissons chaudes non sucrées en revanche. On peut boire de l'eau, des infusions, du café aussi, du café, etc. Non sucré. Je précise juste pour le petit déjeuner, une expérimentation a montré que les gens qui ont l'habitude de prendre le petit déjeuner, si on le leur supprime, ont une diminution de leur activité intellectuelle vers 11h du matin. Ah, c'est ça ce qui m'arrive. Mais les gens qui n'ont pas... C'est 11h24, c'est plus pour vous. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude, de prendre le petit déjeuner n'ont pas de diminution de la performance intellectuelle par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'il y a un calibrage qui se fait automatiquement par le corps pour réguler l'ensemble de la dépense d'énergie, du fonctionnement physique et intellectuel d'un individu. Alors on a beaucoup de questions qui nous arrivent sur ce régime au 39-21, on les prendra tout à l'heure, mais je voudrais savoir, est-ce que ce régime s'adapte à tout le monde? Alors je conseille jamais, de toute façon les régimes d'une façon générale, à des gens qui ont des problèmes de santé aigus. J'entends par là les gens qui ont des problèmes de diabète, alors ça c'est interdit chez les diabétiques, c'est pas du tout recommandé chez les femmes enceintes, c'est pas du tout recommandé chez des gens qui suivent une chimiothérapie, bien que le jeûne a été interprété comme un facteur positif, notamment dans l'expérimentation qui a été faite sur des rats et des souris, qui ont montré que quand on faisait 48 heures d'abstinence alimentaire et qu'on délivrait une chimiothérapie chez les rats, la chimiothérapie avait beaucoup plus d'influence. Mais cette expérience a été contredite par d'autres expériences, c'est pour ça qu'on n'a pas tenté l'expérimentation chez les hommes. Au niveau de l'âge, on peut faire ça à tout âge? Oui, alors on peut faire ça à tout âge. Majeur, je vous signale d'ailleurs que si vous faites un rapide questionnement dans la rédaction ou autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande quantité de gens qui ne mangent pas au petit déjeuner, qu'il y a une autre partie des gens qui ne dînent pas le soir et qu'il y a une autre partie des gens qui sautent le repas du midi ou qui mangent très légèrement le midi. Donc ça correspond à un temps moderne de la vie. Le rythme des repas, c'est un temps social. Mais est-ce qu'on a évalué la perte de poids supplémentaire avec ce jeûne par rapport, si on allège simplement ses repas et qu'en plus on fait ce jeûne, alors, on perd quoi? On perd 10%, 20% plus? Les retours que j'ai eus jusqu'à présent en le faisant pratiquer, il y a environ 250 à 300 personnes qui le font régulièrement à l'heure actuelle, c'est que des gens qui avaient arrêté de maigrir ont reperdu dans les 3 jours qui ont suivi ces jeûnes intermittents environ 1,5 kg, et des gens qui avaient arrêté de maigrir parce qu'ils ne trouvaient plus la motivation ont retrouvé une notion d'engagement dans le régime. Donc ça veut dire que c'est intéressant pour ce double facteur. Ça ne signifie pas que c'est là panacée. Ça signifie que c'est une méthode moderne possible de performer un régime avec un niveau calorique égal et en améliorant la qualité des repas. Sabrina Philippe.
Non, je me demandais aussi si c'était bon pour le corps qu'il soit à l'arrêt comme ça, parce que finalement, on met tout le système digestif à l'arrêt pendant 16 heures ou 20 heures. Et c'est pas si mal que ça, finalement. Notamment pour les gens qui ont des problèmes de ballonnement, de flatulence, des difficultés digestives, c'est pas si mal que ça. Je vous rappelle que, par exemple, dans les maladies gastriques, enfin, les maladies du côlon, la plupart du temps, l'abstinence alimentaire est recommandée pour essayer d'apaiser les parois de l'intestin. Isabelle Quenin. Alors, quand on est dans les idées reçues, on dit souvent que quand on prive notre corps d'aliments, il va se jeter sur tout ce qu'on va lui donner après. Et donc là, si on fait une alimentation normale avec un peu de gras, un peu de sucre, un peu de tout, est-ce qu'il n'aura pas tendance, justement, après avoir été privé pendant 16 heures, à stocker ? Non. Alors ça fait partie des idées reçues et notamment, non, c'est pas stupide, c'est à niveau, c'est à niveau calorique égal. Or nous, on fait des bilans énergétiques, non pas à la journée comme les gens, mais sur la semaine, sur 2 jours ou sur 3 jours. L'idée que les gens se ruent, c'est plutôt lié à la restriction. Ça veut dire que ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous pouvez donner un peu plus de calories que d'habitude. Par exemple, quand vous donnez un régime à 1400 calories, la frustration est moins intense que la période où on donnait des régimes extrêmement restrictifs, comme les diètes protéiques, comme des régimes à 600 ou à 800 calories. Là, vous maintenez un niveau calorique égal et vous améliorez le repas. C'est pour ça que dans les collations qu'on propose, on arrive à introduire des choses amusantes, comme un croissant, comme une brioche, des petites choses qui font plaisir aux gens et qui contestent la frustration. Est-ce que l'estomac rétrécit pendant ces 16 heures et pendant cette période, quand on se met à manger comme ça ? Alors, l'estomac est une poche, c'est un gros sac plastique. Il pourra se rétrécir avec le temps, c'est vrai, c'est une expression un peu vulgaire de dire ça, mais c'est vrai que la sensation de faim, elle diminuera progressivement parce que plus vous vous habituez à moins manger, c'est le cas, on le voit pour les Japonais par exemple, plus vous prenez l'habitude de moins manger.